Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Au programme de votre Flash Info Cybersécurité du samedi 4 avril 2026, des attaques du type Device Code Phishing explosent avec une multiplication par 37 du nombre de kits détectés depuis le début de l'année. Evil Tokens en tête d'une liste qui compte désormais 11 plateformes actives. Fortinet publie un hotfix d'urgence pour une vulnérabilité 0-day critique dans FortiClient EMS, c'est la CVE 2026-35616, avec une exploitation in the wild confirmée. LinkedIn est mise en cause par l'association Fairlinked pour une opération de surveillance couverte baptisée BrowserGate, impliquant le scan d'applications installées sur les machines des utilisateurs. OpenSSH corrige plusieurs failles dans sa version 10.3, dont une permettant l'exécution de code arbitraire à distance. Synology publie un correctif pour une vulnérabilité, la CVE 2026-5129, affectant MailStation. Le tribunal judiciaire de Paris rend une décision de référence dans une affaire de business email compromise immobilier, condamnant un notaire pour une transmission non-sécurisée d'un RIB. Enfin, Proofpoint documente le retour de TA416 sur les cibles diplomatiques européennes et moyen-orientales avec une chaîne d'infection évolutive combinant OAuth, Redirect Abuse, MS-Build et PlugX mise à jour. Selon Push Security, les attaques de type Device Code Phishing exploitant un flux OAuth 2.0 Device Authorization Grant ont été multipliées par 37 depuis le début de l'année 2026. Le principe: un attaquant va initier une demande d'autorisation auprès d'un service légitime, récupérer un code, puis manipuler la victime pour qu'elle le saisisse elle-même sur la page de connexion officielle. Le résultat est que l'attaquant obtient des access et des refresh tokens valides sans jamais connaître les identifiants. Le kit Evil Token opère suivant un modèle de phishing as a services. Il est identifié par Sequoia, acteur français, comme le principal vecteur de cette démocratisation en rendant la technique accessible à des acteurs peu qualifiés. Push Security recense au total 11 kits actifs sur ce segment, dont Venom, Sharefile, Clure, Liquid, Otov, DocuPool, FlowToken, Paprika, DC Status et Dolce. Chacun exploitant des leurs SaaS, SaaS, donc des Software as a Services réalistes imitant DocuSign, Microsoft 365, SharePoint ou Adobe, avec des protections anti-bot ou un hébergement sur des infrastructures cloud légitimes comme Cloudflare Worker, GitHub Page ou AWS S3. Toutes ces techniques sont documentées, mais dès 2020, elles sont désormais aussi bien utilisées par des groupes étatiques que par des cybercriminels à motivation financière. Alerte générale 24 heures sur 24. Fortinet a publié un hotfix d'urgence le 4 avril 2026, soit aujourd'hui, samedi, pour une vulnérabilité 0-day critique affectant FortiClient EMS, référencé sous la CVE 2026-35616, avec un score CVSS en V3 de 9.1. La faille classée CWE 284, c'est ce qu'on appelle un Improper Access Control, réside dans la couche API de FortiClient Endpoint Manager Server et permet à un attaquant non authentifié de contourner intégralement les contrôles d'authentification et d'autorisation via des requêtes API spécialement forgées. L'exploitation ne nécessite aucune interaction de l'utilisateur, aucun privilège préalable et s'effectue à distance sur le réseau avec une complexité faible, soit les conditions réunies pour une exploitation massive. Fortinet a confirmé une exploitation active in the wild détectée par la société Diffused via sa fonctionnalité Radar avant divulgation responsable auprès de Fortinet. Seules les versions 7.4.5 et 7.4.6 de FortiClient EMS sont affectées. Les versions 7.2 ne sont pas concernées. Un correctif permanent sera intégré à la version 7.4.7, actuellement en cours de finalisation. L'advisory Fortinet est référencé sous le FG IR 26099. Alors j'ai retenu cet article parce que nous sommes tous pratiquement des utilisateurs des réseaux sociaux et en particulier de LinkedIn. Et selon une investigation publiée par l'association Fairlinked sous le nom de BrowserGate, LinkedIn
exécuterait à l'insu des utilisateurs un script non documenté analysant les applications installées et les extensions du navigateur sur les machines des visiteurs du site. Ce code serait déclenché à chaque visite. Le code est déclenché à chaque visite et associerait les données collectées aux identités réelles des utilisateurs, le nom, le titre, l'employeur, exposant ainsi les stacks logiciels de professionnels identifiés, et Fairlinked recense 509, on parle bien de 509 outils de recherche d'emploi traqués, ainsi que la cartographie des bases clients de plus de 200 outils concurrents, dont Apollo, Lusha ou ZoomInfo. Le rapport indique par ailleurs que LinkedIn charge un pixel invisible depuis l'infrastructure de la société Human Security, déposant des cookies cachés et exécute un script de fingerprinting chiffré couplé à des scripts silencieux de Google. Aucun de ces mécanismes n'étant mentionné dans la politique de confidentialité officielle de la plateforme. De plus, l'investigation révèle également que la liste de produits scannés serait passée de 461 entrées en 2024 à plus de 6000. Vous vous rendez compte, on passe de 461 entrées à 6000 entrées en février 2026. Et Fairlinked suggère que cette opération vise à contourner le Digital Market Act European, qui désigne LinkedIn comme un gatekeeper régulé depuis 2023. Alors, LinkedIn n'a pas encore répondu publiquement aux accusations, mais est-ce que ça vaut encore la peine de se connecter à LinkedIn ? C'est la question. Je reviens sur une publication qui a eu lieu le 2 avril. OpenSSH a publié la version 10.3 corrigeant plusieurs vulnérabilités affectant toutes les versions antérieures. Et selon les avis publiés simultanément par le Centre canadien pour la cybersécurité et le CERT-FR, c'est l'avis CERT-FR 2026 AVI 391, les failles identifiées permettent l'exécution de codes arbitraires à distance ainsi que le contournement de politiques de sécurité. Le détail technique des CVE associés n'est pas encore publiquement disponible dans les bulletins diffusés, mais l'ensemble des systèmes exploitant une version d'OpenSSH antérieure à la 10.3 sont concernés, ce qui représente une surface d'exposition significative compte tenu de l'omniprésence du protocole dans les infrastructures Linux, BSD et tous les systèmes embarqués associés. La mise à jour vers la version 10.3 est la seule mesure corrective disponible à ce stade. Bref, vous l'aurez compris, il faut patcher son OpenSSH et on ne réfléchit pas. Un avis du CERT-FR qui a été publié hier vendredi, le 3 avril, c'est le CERT-FR 2026 AVI 393, c'est relatif à une vulnérabilité référencée sous la CVE 2026-5129 affectant Synology Mailstation. Selon le bulletin de sécurité de Synology, le SA 2604 du 31 mars 2026, cette faille permet à un attaquant de porter atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données sur les systèmes concernés. Toutes les versions de Mailstation antérieures à la 3.19 20332 pour DSM sont affectées. Le détail du vecteur d'exploitation n'est pas précisé dans les bulletins disponibles à ce stade et la mise à jour vers les versions corrigées constitue la seule mesure disponible. Un article de Clubic qui m'a interpellé, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu le 25 mars 2026 une décision notable dans une affaire de fraude au faux RIB ayant conduit au détournement de 96 400 € lors d'une transaction immobilière en novembre 2022. Un attaquant a intercepté un email du notaire contenant un RIB en pièce jointe puis a renvoyé à la victime un message visuellement identique, même logo, même mise en page, même montant, mais avec un IBAN substitué. Le vecteur initial reste non élucidé dans le jugement, mais techniquement, ça relève du BEC, ce qu'on appelle un Business Email Compromise classique avec une manipulation de contenu en transit. Le tribunal a condamné le notaire à hauteur de 48 025 €, retenant une imprudence caractérisée pour transmission de coordonnées bancaires sensibles par email non sécurisé, sans vérification vocale, ni communication du code BIC dans un contexte où les chambres des notaires ayant pourtant formellement déconseillé cette pratique dès mars 2022. La victime se voit imputée de 30% de responsabilité pour défaut de vigilance sur l'adresse email de l'expéditeur frauduleux, et les deux banques qui ont été mises hors de cause, leurs obligations légales se limitaient à l'exécution de l'ordre sur la base de l'IBAN fourni par le client conformément à l'article L133-21 et L133-23 du Code monétaire et financier. Pourquoi j'ai retenu cet article qui semble ne pas être de la cyber, mais c'est du BEC en fin de compte.
Le BEC, c'est ce qu'on appelle la compromission des boîtes aux lettres. Tout le monde pense qu'en ne sécurisant pas ces boîtes aux lettres personnelles, ça va bien se passer. Non, ça ne se passe pas bien. Les attaquants, ils sont opportunistes. Ils ont vu arriver le mail du notaire, ils l'ont changé, modifié, et le résultat, c'est 96 000 € qui ont disparu. Et qu'on le veuille ou non, même si le notaire est condamné à payer la moitié, il y a l'autre moitié qui est à la charge des personnes. 96 000 €, c'est des années, voire des vies de travail économie. Je dirais d'économies qui partent en fumée. C'est pour ça que j'ai retenu cet article. Enfin, pour finir sur ce Flash Info, nous sommes comme le week-end, il faut des bonnes nouvelles. Selon Proofpoint, le groupe TA416, TA416, également suivi sous le nom de Dark Pony, Red Delta ou Twill Typhoon, a repris depuis mi-2025 ses opérations de cyberespionnage contre des missions diplomatiques européennes auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. Après 2 ans d'activité concentrée sur l'Asie du Sud-Est et la Mongolie, le groupe a également étendu son ciblage aux entités gouvernementales du Moyen-Orient en mars 2026 dans le contexte du conflit Iran-Israël-États-Unis. La chaîne d'infection a fait l'objet de modifications répétées sur la période, abus de page Cloudflare, Turnstile, redirection via l'OAUTH vers des domaines contrôlés par l'attaquant pour déployer PlugX, puis en février 2026, introduction d'une chaîne MS Build exploitant des fichiers du projet C# malveillants hébergés sur des Google Drive ou des instances SharePoint compromises. Le fichier CSPRR-OJ agit comme un downloader, décode 3 URL en base 64, puis récupère une triade de DLL en sideloading depuis une infrastructure de TA416. Ça va exécuter ensuite un binaire légitime pour charger le plugX, et la backdoor plugX mise à jour de manière continue va établir un canal C2 chiffré après une vérification sur tous les systèmes d'anti-analyse. Et elle accepte notamment des commandes de collecte système, téléchargement de payload, ouverture d'un reverse shell, et ces campagnes de reconnaissance initiale s'appuient sur des webbugs transmis depuis des comptes Freemail. C'est passionnant, c'est un bon niveau, ça fait du bien de lire ce genre de niveau technique, c'est vraiment des warriors. Et là surtout on se rend compte que quand ce sont des groupes qui sont sponsorisés par des États, ils ont les moyens, ils ont surtout les moyens de faire du travail de qualité sur du temps long. C'est impressionnant. Et voilà, ce 618e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations nécessaires. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et références qui ont permis de créer ce Flash Info dans la description de l'épisode ou sur le site de www.radiocessort.org. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est important sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Prenez soin de vous, profitez de ce week-end de Pâques, je vous embrasse très fort. Au revoir.